Bienvenue au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Merci d'écouter cet avis important. Afin de respecter les plus récentes décisions gouvernementales en matière de santé publique, le Théâtre du Vieux-Terrebonne suspend ses activités de diffusion jusqu'à nouvel ordre. Merci et à bientôt. Je te dis qu'il va être propre, ce théâtre-là. Ça fait quasiment 1 an que je fais du ménage puis qu'il n'y a pas un chat. C'est long, tout seul. Pierre croit qu'il est seul. Pourtant, il nous accompagne. Sa présence nous réconforte et nous protège. Chaque jour, il revient, tout est patient. Il garde le théâtre en vie. Et d'un coup que ça revient plus jamais. Et si la belle histoire du TVT était finie pour de bon? Une grande scène vide, pour toujours. On existe surtout dans l'œil de l'autre. Pierre existe encore parce qu'on est là pour le voir. Ben non, mon homme. Ressaisis-toi. Respire. C'est important que tu sois là. Pour garder le fort. Le théâtre a besoin de toi. Le vide est partout. Il est autour de nous, autour de lui. Eh oui, faut continuer de parler, d'exister et de patienter. Tout va rentrer dans l'ordre. Tout rentre toujours dans l'ordre. Je sais pas c'est qui vous a dit de venir ici t'asseoir, mais il n'y aura pas de spectacle. Non, depuis le printemps dernier, il y a juste moi. Puis elle. Soir après soir. On guette le théâtre puis on attend que ça reparte comme avant. Disons que le silence des derniers mois a calmé le théâtre pas mal. Il est devenu pas mal tranquille. Tellement tranquille que j'ai l'impression que les murs essayent de me parler. C'est surtout quand je suis tout seul dans la grande salle. La tradition dit que tous les théâtres sont hantés, que chaque pièce est habitée par une âme. Celle qui vit ici, je l'ai appelée Maria. Bon, ben, comme vous n'avez pas l'air de vouloir partir, je vais me présenter. Moi, c'est Pierre. Je travaille ici depuis 33 ans. Quand j'ai commencé, le petit TVT opérait de l'autre bord de la rue, dans l'ancien cinéma Figaro. Oui. Oui. Il y a déjà eu un cinéma juste ici, en plein Vieux-Terrebonne. Oui, ça a commencé en 1947, quand M. Marcel Aubin a obtenu son permis pour ouvrir sa propre salle de cinéma. Et dans ce temps-là, les salles de cinéma moderne, c'était la grosse affaire. Chaque semaine, 6 films étaient projetés. 3 en anglais, 3 en français. Les billets coûtaient 45 cents. La salle de cinéma moderne était équipée de 2 projecteurs, puis tout se faisait à la main, là. Quand les bobines étaient de mauvaise qualité, le film cassait. Fait qu'il fallait se dépêcher de le recoller en vitesse pendant que le monde en bas criait « Wouh, wouh, wouh », chialait. J'aurais aimé savoir ça, moi. Malheureusement, M. Aubin est décédé en 1952, noyé dans la rivière. C'est sa femme Jeanne qui a poursuivi son œuvre, jusqu'en 1974, avant de vendre la business à Robert Brouillette. Le cinéma Figaro devient le cinéma de Terrebonne. Après une couple d'années, un petit peu plus tranquille, il a essayé de faire mousser ses ventes. Il a pris la grande salle, l'a divisée en 2 petites, pour y projeter des films érotiques. C'était bien populaire. Jusqu'à ce que Mascouche ouvre ses propres salles et que la compétition commence. 1985, le cinéma de Terrebonne fait faillite. La ville rachète le bâtiment qui est ensuite confié à une jeune troupe de théâtre. Pendant 50 ans,
Le cinéma de Terrebonne avait attiré des publics de tous les âges, avait projeté plus de 8000 films. Je te dis que Robert Marien puis la troupe de théâtre Malenfant se croisaient les doigts pour que leur projet soit aussi populaire. Et c'est le début du théâtre du vieux Terrebonne! Au début, la mayonnaise pognait pas vraiment, comme on dit. Mais c'est que les Terrebonniens n'étaient pas habitués à ça. Le théâtre à l'année. Mais tranquillement, pas vite, le petit TVT s'est fait une place dans les ménages. Le monde y allait pour découvrir des nouveaux talents, pour pleurer aux larmes devant les grands classiques, puis pour rire aux éclats tout le long pendant les pièces de théâtre d'été. La jeune équipe a gagné son pari, hein? Tout le quartier vit au rythme du théâtre du vieux Terrebonne. 1987, la Société de développement culturel de Terrebonne devient gestionnaire du théâtre du vieux Terrebonne et de l'île des Moulins. La jeune institution se professionnalise, commence à attirer des gros noms. Là, l'équipe s'agrandit, puis des jeunes de la région, comme moi, sont engagés. Les années passent. Ça va de mieux en mieux. On commence à gagner des prix. La petite salle est presque tout le temps pleine, puis c'est rendu que le monde de Montréal vient de sortir à Terrebonne. Un beau matin, le terrain d'en face passe au feu. Tu parles d'un adon. Le théâtre du vieux Terrebonne déménage de l'autre côté de la rue, prêt à ouvrir une grande salle moderne, puis à mode, comptant pas moins de 600 places. Fait que tant pis pour le beau bâtiment du Figaro, on repart à neuf. Les architectes se mettent à l'ouvrage, les designers se font aller. Ça travaillait fort, comme dans une ruche. Septembre 2002, le maire, avec le nouveau directeur de la SODECT, prennent la pause pour le journal local. Cigare dans une main, un gros ciseau dans l'autre, prêt à lancer le chantier du nouveau théâtre du vieux Terrebonne. Là, les pépines débarquent. Puis là, une douzaine de pelletées plus tard, la machine s'arrête sec. Je me lève de ma chaise, je regarde par la fenêtre, puis je le vois, là. Le gars de la construction, il débarque de sa pépine. Puis il tombe à genoux, dans la terre à peine revirée. Il a l'air traumatisé bien raide. On dirait qu'il me regarde. Mais non. Mais non, il fixe le vide. Immobile. Après une couple de secondes, il tend la main vers le trou qu'il vient de creuser, puis lentement, il en sort un petit objet. Une pièce. Mais non, c'est pas trop petit. Non, de ma fenêtre, là, ça a l'air pas plus gros qu'une jointure. Sa découverte le surprend. Il prend le petit objet comme ça, dans ses mains tremblotantes, comme pour protéger un petit oiseau blessé. Là. Puis là, les yeux en panique, il me voit, il me regarde, il crie, il gesticule. « Monsieur! Monsieur! Venez voir ça! Venez voir ça, monsieur! » Fait qu'imaginez-vous donc que lui puis moi, ensemble, on a déterré pas moins de 22 petits objets comme le premier. Pas identiques, là, mais tous de la même famille, en tout cas. Tu sais, on n'était pas des spécialistes, lui puis moi, là, mais ça avait l'air des os, je crée bien. Fait que, mis bout à bout, au meilleur de nos connaissances, là, ça formait un petit bras. Eh ouais, une main, un petit coude, une coupe de doigts, tout. Le casse-tête le plus étrange que j'ai fait de ma vie. Mais là, fallait pas laisser ça de même, là. On pouvait pas rien faire. Le petit gars est allé avertir son boss, puis fallait fouiller le terrain au grand complet. Le projet de théâtre devait attendre un petit peu. Fait que dans les mois qui ont suivi, ça filait doux dans les corridors du théâtre. Ça parlait pas fort, puis les idées de grandeur avaient ralenti pas mal. L'équipe d'archéologues venait de déterrer le 130e corps de ce qui s'est avéré être un cimetière bondé de monde. Grâce à leur recherche, on a pu apprendre que le lieu avait été actif dès les premières seigneuries, dans les années 1720, jusqu'à
la construction d'un nouveau cimetière 150 ans plus tard. Ça veut dire que pendant 150 ans, tous les Terrebonniens, puis même des habitants des villages autour, avaient été enterrés ici. En d'autres mots, le projet de nouveau théâtre dérangeait pas mal de monde dans leur dernier repos. Tous les corps ont été relocalisés au cimetière de la Montée-Masson. En tout, c'est 141 personnes qui ont été déménagées. Mais il en restait pas moins de 6 000 dans le cimetière. 6 000! L'équipe d'archéologues ont pu nous donner des détails sur les défunts, comme leur sexe, leur âge, même la position dans laquelle ils ont été enterrés. Tu sais, dans ce temps-là, le monde était pas mal plus croyant qu'à cette heure. Fait que les fidèles avaient été enterrés perpendiculairement à l'église. Comme ça, leurs âmes pouvaient se rendre plus facilement vers leur lieu de culte, l'église. Plusieurs fidèles étaient enterrés les bras en croix, comme pour montrer leur dévotion. D'autres tenaient bien serrés entre leurs petits doigts un petit chapelet. Les archéologues ont pu nous montrer les os courbés, déformés par le manque de vitamine C, typique des longs hivers que le monde endurait dans ce temps-là. On pouvait en apprendre plus aussi sur les classes sociales, d'après l'état des ossements. Les pauvres étaient plus maganés que les autres. Les menuisiers, les agriculteurs, les forgerons travaillaient tellement fort dans ce temps-là que leur squelette avait l'air plus vieux que leur âge. En 2004, le TVT ouvre finalement ses portes. Puis je te dis que ça sentait la fierté à plein nez dans ces corridors-là. Mais moi, j'ai tout fait. Non, je repensais aux cheveux, aux dents, aux ongles des Terrebonniens d'autrefois. Je repensais aux petits bras qu'on avait assemblés une couple de mois plus tôt, puis aux trop nombreux enfants qui avaient fini leur jour enterrés ici. Personne n'avait l'air de se souvenir de la macabre découverte, puis de l'ancien cimetière. Personne! Sauf moi. Bon, les années ont passé, je me suis concentré sur mes affaires. Le monde de Terrebonne a oublié, l'ancien théâtre a été démoli. Le village est passé à autre chose. Jusqu'au printemps 2020. Là, la grosse machine du TVT s'est arrêtée d'un coup. Tout le monde est parti chez eux. Tout le monde sauf moi. Tu sais, à cette heure, je parle plus de ça à personne, ces affaires-là, hein? Ben non. J'aurais bien trop peur que le monde commence à penser que je deviens sénile ou que je m'invente des histoires juste pour me rendre intéressant. Pourtant, des histoires, j'aurais pas besoin d'en inventer, hein? En 33 ans, j'en ai vu des affaires. Des échecs épouvantables. Des comédiens qui s'évanouissent. Des décors qui font dur. Puis, des spectacles qui s'écrasent de tout leur long. Mais aussi des grandes envolées portées par des paroles bien écrites. Des publics émus aux larmes. Puis aussi des petits miracles. Quand le monde était assis, là, j'écoutais le spectacle. Ah ouais, c'était comme un bonus de ma job d'ouvreur. Quand les troupes venaient en tournée, je pouvais voir le même spectacle 10 fois de suite. Ça me dérangeait pas, ça me faisait rien. Je restais là, captivé. Je fermais mes yeux, puis je comptais les secondes de silence entre les répliques. J'étais peut-être juste un ado qui comprenait pas grand-chose encore, là, mais je savais qu'un spectacle pouvait s'écrouler à cause d'un silence trop long. Ouais, les soirs de spectacle, on était comme dans une bulle. Tout pouvait se passer à l'extérieur que ça ne nous dérangeait pas pantoute. Après le spectacle, les comédiens m'invitaient dans leur loge en boucané pour jaser de l'avenir du petit TVT puis boire une bonne 50 jusqu'aux petites heures. Depuis le printemps dernier, au lieu de rester tout seul chez nous, j'ai décidé de revenir pour guetter la place. Au début, je faisais des rondes pour m'assurer que tout serait en ordre pour le grand retour. Puis un soir, j'ai décidé de rester. Je me suis dit, de toute façon, je n'allais pas déranger personne, hein? C'est ça que je pensais. C'est là que j'ai commencé à avoir peur.
Je me disais tout d'un coup que les esprits du cimetière revenaient se venger. Je reçois des signes de plus en plus souvent. Je suis là, assis, je fais mes petites affaires. Puis là, ça commence à grincer. Un bruit bien aigu, là. Comme si les portes, les plus grosses portes rouillées du monde s'ouvraient devant moi. Les chaînes de chaque côté de la scène frappent le mur. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis là, ça arrête. Je continue ma journée, puis le lendemain, ça repart. Plus j'essaie d'ignorer les signes, plus ils deviennent envahissants. Chaque jour, ça repart. Les lumières flashent, les portes claquent. Des fois, c'est plutôt comme une présence. Quelque chose qui me respire dans le cou. Je me chuchote à l'oreille, mais jamais assez fort pour que je comprenne un seul mot. Je traverse des courants d'air froid. J'ai l'impression d'entendre un cœur qui bat. Je l'ai appelée Maria pour essayer de l'apprivoiser. J'y parle pas fort, pour pas y faire peur. Vous devez penser que je suis fou, hein? Mais quand je l'entends marcher là, sur les rails d'éclairage, là, j'entends ses souliers, mais je les vois pas. Je pense qu'elle fait exprès. Je pense qu'elle m'haït. C'est sûr, j'ai pas fait grand-chose pour empêcher la construction du nouveau théâtre puis pour sauver leur honneur. C'est sûr que si je me faisais déterrer, moi aussi, je serais en beau joie le vert. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est de respecter le passé pour que tout aille comme faut. C'est pas de la nostalgie que de célébrer nos ancêtres. Puis si c'était pas important ce que je vous racontais là, ben je serais pas là pour vous le raconter. Ben non. J'aurais fait comme le monde normal. Hein, j'aurais pris ma retraite, comme n'importe qui travaille 33 ans quelque part. Mais non. J'ai une dette envers eux, que je peux juste payer en temps. Fait que je vais rester ici jusqu'à temps que Maria me dise le fond de sa pensée. Je vais honorer les 300 années de projets, de prières et de secrets qui se trouvent sous mes pieds. C'est encore possible de rêver au théâtre du Vieux-Terrebonne. Je vous le jure. C'est pas juste une petite pause qui va nous arrêter, certain. Comme à tous les enfants de la paroisse, on m'avait promis le paradis. Maria, inquiète-toi pas, m'a t'attendre sur le chemin des nuages. Ça, c'était la vision du paradis de ma mère. Ce qu'on oublie souvent avec la mort, c'est son pouvoir libérateur. Un grand vent qui souffle la lourdeur, des chicanes puis des douleurs loin, loin, loin. Une bourrasque qui débarrasse du lait, mais aussi du beau. À chaque rafale, j'oubliais ma vie d'avant, où j'habitais, ce que je cuisinais, mes cauchemars. Même ma petite famille. Pourtant, il fut un temps où je pouvais les dessiner les yeux fermés. Je venais juste de mettre Angéline au monde que je pensais déjà aux petits prochains, les petits Jules, Marcel, Apollon, que je nommerais en l'honneur des hommes forts de ma famille. Le silence des fins de journée était ma récompense, signe que ma maisonnée était satisfaite. Aujourd'hui, le silence m'accable. Quand je ferme les yeux, j'arrive pas à revoir le visage de ma famille. Je sens plutôt une grande douceur, comme la première tasse de thé à l'aube. Après leur décès, j'ai pris l'habitude d'aller les veiller sur le bord de l'eau dans le petit cimetière de la Seigneurie.
On était une couple de mères à guetter la rivière, d'un coup qu'elle nous donnerait des nouvelles de nos morts. Des fois, on y passait toute la nuit. De toute façon, on n'avait nulle part où aller. Personne n'attendait plus rien de nous. On restait là, en silence, à se supporter sans parole. Qu'est-ce qu'on dit à une mère qui perd un enfant? Je suis devenue la seule responsable de la colère qu'il y avait dans mon corps puis dans ma maison. C'était un quotidien de solitude puis le silence me donnait mal à la tête. Il était vide puis froid, loin des petits ronflements satisfaits de ceux que j'aimais. Mes idées s'assombrissaient. Depuis leur départ, j'ai pas réussi à accumuler aucun souvenir, mais leur mort à eux, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était il y a plus de 250 ans. Ça faisait une couple d'années que Terrebonne participait à l'effort de guerre en prêtant ses terres puis ses moulins aux autorités françaises pour approvisionner les troupes. Rodolphe aussi a aidé en allant dans le coin de Sainte-Sophie pour couper du bois qui serait transformé selon les besoins de la semaine. Il n'était pas le seul pour qui le travail avait pris des allures de service militaire. C'est quasiment 1000 hommes qui ont été enrôlés pour l'entreprise de guerre à Terrebonne. Des nouveaux visages arrivaient chaque jour pour faire des récoltes. Le seigneur Lacorne était fier de la production de sa bourgade et ça se savait à travers la colonie. En 1759, on a appris que des militaires viendraient s'installer pour de bon dans le village. Des jeunes hommes de Terrebonne qui revenaient chez eux, mais aussi des nouveaux, des étrangers. Des Français, comme Jacques Perrat, envoyés pour surveiller le travail des hommes des moulins, mais aussi des Anglais là, qui arriveraient quelque temps après. Ça faisait de l'ouvrage un peu. Rodolphe aussi a aidé à construire une couple de maisons, là, comme celle du bonhomme Perrat, qui est encore debout aujourd'hui sur une rue qui s'appelle Saint-François-Xavier. Ouais. On va vous dire que ça faisait de l'action dans la paroisse. Monsieur le curé étudiait ses nouveaux paroissiens avec son air sérieux. Il allait devoir attendre 3 jours avant de pouvoir les accueillir dans son église. Pendant ce temps-là, il répétait ses belles tournures de phrases, des fois tellement belles que personne ne les comprenait. On était là à répéter nos petits « amen » gênés en retenant nos fous rires. Non, mais je vous dis, là, le sérieux de monsieur le curé valait la peine d'être vu. Vous auriez ri, vous autres aussi. Le jour de la parade est arrivé. Tout le monde avait hâte, surtout les enfants. La parade n'était pas commencée encore que ma petite Angéline est sortie en courant pour rien manquer. Arrivée au milieu du chemin, Angéline n'a pas eu le temps de voir les chevaux galoper vers elle. Ma belle grande fille s'est retrouvée au milieu des sabots ferrés de la veille, dans une cohue sans nom. Je l'ai perdue de vue. Les militaires en beaux habits ont essayé de ralentir leur monture, mais il n'y avait plus rien à faire. Le mal était fait. Les témoins criaient que quelqu'un fasse quelque chose. C'était un accident. Les voisins m'ont aidé à la ramener chez nous.
Je l'ai lavé du mieux que j'ai pu. J'ai fini la bouteille d'eau de vie en attendant que Rodolphe revienne du bois. La belle homélie que le curé avait préparée pour la messe du dimanche a comme pris une autre tournure. Pour rendre un dernier hommage à la petite Angéline, 4 ans, partie rejoindre les anges. Pour moi, la guerre n'a jamais fini. Après ce jour-là, il s'est mis à faire tout le temps noir chez nous. Rodolphe s'était pas occupé du bois de chauffage depuis longtemps, ça fait que j'ai brûlé les portraits pour casser l'humidité dans la maison. L'automne attaquait le linge dans nos tiroirs. On passerait pas l'hiver. Mon mari a commencé à se battre pour des niaiseries. Un regard de travers, une remarque sur ses façons. Il est devenu susceptible. Dans le creux de l'hiver, il dépérissait. On n'en parlait pas. C'est pas comme si c'était de sa faute. La vie puis le froid nous lâchaient pas. On avait tout le temps froid. On avait faim. Ça finissait plus. Je la sentais moi aussi, la noirceur. Puis un beau matin, Rodolphe a fait son plus beau nœud coulant avec la corde qui servait à attacher notre vache, puis il se l'est mise autour du cou. Je vous laisse imaginer la suite. C'est Isidore qui l'a trouvé comme ça. Il n'a même pas été capable d'y enlever la corde. On l'enterrait avec. Pour l'Église, c'était un sacrilège de refuser sa vie comme ça quand il y a plein de gens qui meurent dans d'atroces souffrances. Ça commérait au village. Les mauvaises langues ont dit que si Rodolphe avait vraiment aimé sa fille, il n'aurait jamais fait ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il l'aimait trop qu'il ne pouvait plus vivre comme avant. Les damnés comme lui n'étaient pas les bienvenus dans le cimetière paroissial. Ça fait qu'Isidore et moi, il a fait un service ensemble. Il méritait un repos paisible. L'endroit qu'on a choisi était rocailleux, mais c'était la plus belle vue. J'ai quitté Terrebonne pour m'installer à Montréal. J'avais besoin de voir la vie partout autour de moi. Combien d'années ont passé comme ça sans que je revienne ici? C'est dur à dire. Ce que je sais, c'est que j'ai pas eu d'autres amoureux ni d'enfants. Les soirées, j'ai passé au port où les étrangers se ramassaient pour marchander puis faire des rencontres. J'avais besoin de sentir battre des cœurs de toutes les tailles, à défaut d'entendre le mien. J'avais eu l'incroyable chance de connaître le bonheur, puis je l'avais perdu. Je restais un bon moment comme ça, à oublier les soirées puis détester les matins. J'apprivoisais ma dérive comme l'avait fait Rodolphe avant moi. Je me suis accrochée longtemps à la promesse du paradis de ma mère. Quand ça a été à mon tour de partir, j'ai pas vu de chemin, mais comme un épais brouillard. Comme les matins de printemps, sa rivière, quand la glace dégèle pour dévoiler le courant qui n'a pas dormi l'hiver. Le paradis apparaît d'abord comme un territoire sans paysage ni odeur. C'est plus comme une impression, un sentiment. Dans ma version du paradis, j'étais enfin de retour à Terrebonne. Les choses avaient bien changé. Le village avait vieilli, le presbytère était plus petit, les allers-retours au moulin avaient usé les chemins. Tout était vide.
pouvais sentir les âmes de ceux que j'avais côtoyés, mais je voyais pas leur corps. Ce qu'on dit pas à propos de l'âme, c'est qu'elle se détache difficilement du corps. C'est pas rapide ni facile comme le prétendent les curés. C'est douloureux, déchirant même, que d'abandonner sa propre chair. Elle nous a tellement servi. Mon corps a été la maison de ma fille, le réconfort de ma famille, la fierté de ma mère, puis la prison du reste de ma vie. Je devais sourire même quand tout en moi voulait crier. Me retenir pour pas pleurer chaque jour depuis leur départ. Ma lourdeur était difficile à porter. Ma colère aussi. Observez les femmes autour de vous. Écrit peut-être en silence. Le théâtre est enfin silencieux. Ça me permet enfin d'entendre la voix d'Angéline. Ça faisait longtemps. Ça m'apaise. Je pense que je peux enfin laisser mon âme partir, là. La laisser aller rejoindre ma mère pour une dernière tasse de thé brûlant. Pour ça, j'accepte que le théâtre m'avale. 300 années de projets, de prières, de secrets. Je peux enfin partir. J'ai fini de rêver au théâtre du Vieux-Terrebonne. Ah, c'est beau, ça marche. Assez de misère avec. J'avais demandé un téléphone de bureau ordinaire, mais j'ai reçu ça. Il me semble que ça fait pas sérieux. J'aurais voulu quelque chose avec plein de boutons, comme les secrétaires des films. Je me ferais poser les ongles qui vont avec. Il me semble que ça serait bon pour mon image. Une femme sérieuse, mais cute. Tout le monde aime ça, non? Bon, douce, excusez. Je m'en allais oublier mon petit speech. Je vous souhaite la bienvenue au Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'est ici même que sont présentés les plus grands spectacles de la région. Je m'appelle Marcel et je suis impresario. Bon, je le sais qu'il faudrait plutôt que je dise agente d'artiste, mais je trouve que ça sonne plate. Comme agente d'immeuble. Puis Marcel est loin d'être plate. Dans mon livre à moi, l'impresario est l'outil secret du théâtre, celle qui pousse les comédiens peureux à accepter des gros rôles, qui négocie les contrats pour que tout le monde soit content. Il y a deux façons de le voir. Soit que tu te dis que tu sers juste à mettre les autres en valeur, ou que tu réalises que sans toi, ils feraient pitié pas à peu près. C'est une belle manière de se donner du pep. J'ai comme une énergie qui déborde. Comment je vous dirais bien ça, là? Je suis primée! Vous êtes venu pour la visite guidée, c'est ça? Marcel Dubé? Oui, le texte va être prêt. Ah, je le sais, vous auriez dû les recevoir hier, mais il y a un petit... Profitez-en pour faire les contrats à la place. Ben oui, il faudrait que vous y mettiez. Ah, si j'étais vous, je m'occuperais de ça tout de suite. Oui, les textes vont être prêts d'ici vendredi. Ben, est-ce qu'il n'y a pas de bon sens, mon cher monsieur? C'est un spectacle sans comédien. Eh oui, c'est ça. Oui.
Bye bye. C'est comme ça qu'on fait ça. Gentille, mais efficace. Le TVT est tenté. C'est raide dit de même, mais on n'a pas le choix de faire face à la réalité. Même ce soir, sont là. Moi, j'ai pour mon dire que si on les respecte, ça va bien aller. Ça fait que si vous voulez montrer aux esprits que vous n'êtes pas rien que des sans-cœurs, qui leur marchent dessus à chaque fois que vous venez voir des spectacles, voici quelques petits trucs faciles à intégrer dans votre routine. Premièrement, je dis toujours à mes collègues de laisser le téléphone sonner 3 coups avant de répondre. À part de ça, on ne porte jamais de verre au théâtre. Ça attire le malheur. Aussi, on ne siffle pas dans un théâtre, sachez-le. Déjà parce que ça déconcentre tout le monde, mais aussi parce que dans le temps, on éclairait les salles au gaz. Un sifflement dans ces cas-là, kaboum! En ajoutant comme ça de nouvelles marques de respect, comme la porte, qu'il faut ouvrir 3 fois pour laisser passer les fantômes avant d'entrer et de sortir, vous faites votre part pour la tranquillité des esprits du théâtre du Vieux Terrebonne. Je m'en souviens comme si c'était hier, du jour de la première pelletée de terre. La journée allait révéler les âmes troublées qui habiteraient notre futur théâtre. Un vrai film. Et Hitchcock aurait adoré ça. Des squelettes, des cris de mort, un trou dans la terre qui laissait entrevoir le pire. À qui appartenaient tous les os qu'on sortait chaque jour de la terre pendant des mois? On le saura jamais vraiment. Les esprits sont restés anonymes. Incognito! Comme on dit. Non, mais c'est quand même un peu hypocrite, non? Des esprits qui errent dans notre lieu de travail, OK. Mais on veut surtout pas savoir c'est qui. Si ça, c'est pas un manque de considération de l'humain pour son prochain, je sais pas ce que c'est. Capable de faire comme si de rien n'était, même si on est entouré de 6000 âmes. C'était pas la première fois dans l'histoire que le Vieux Terrebonne prenait des airs de chantier de construction. Faut savoir que dans les années 60, ça regardait mal pour le quartier historique et bucolique dans lequel vous vous promenez les fins de semaine. On venait de construire une belle grosse autoroute reliant Terrebonne au reste du monde. Des bungalows poussaient comme la mauvaise herbe. Des petites familles s'établissaient dans une nouvelle banlieue de maisons toutes pareilles. Et l'île des Moulins n'était pas exactement un décor de carte postale, mais bien un parc de maisons mobiles. Le Vieux Terrebonne, tel qu'on le connaît, a bien failli disparaître dans la foulée d'un projet d'urbanisation intense qui recommandait la démolition d'une centaine de bâtiments, l'élargissement des rues et la construction sauvage de nouveaux immeubles résidentiels. Heureusement, une poignée de citoyens allumés ont milité et le projet n'a pas eu lieu. Et les bâtiments de l'île ont plutôt eu le droit à une grande restauration pour devenir le site historique que vous chérissez aujourd'hui. Mes parents faisaient partie de ceux qui ont été attirés par la promesse d'une vie paisible à Terrebonne. Dans les années 70, la première polyvalente de Terrebonne ouvrait ses portes. Quelques années plus tard, je faisais mon entrée à la nouvelle école Armand-Corbeil, persuadée que toutes les polyvalentes du Québec étaient comme la mienne, remplies d'adolescents complexés qui tentaient de s'affirmer à travers des styles vestimentaires douteux. Le niveau de confiance en soi général était pas extraordinaire, disons. Il y avait les populaires et les autres. Moi, je faisais partie des autres. On se sentait petite dans nos culottes quand Chantal Ménard passait dans les corridors avec ses clones, Sylvie Savard, Monique Bérubé et Louise Chicoine. À L4, elles anéantissaient les heures qu'on avait passées à scraper le toupette avant de pouvoir finalement se diriger vers l'école. Tous nos efforts devaient nous rendre invisibles. Le plus important était de ne pas se faire remarquer. Toutes les filles de secondaire 4 étaient dans un univers parallèle à celui de Chantal et sa gang, un mélange de peur, de honte et d'admiration. À la fin de l'été, mes amis, ou plutôt la gang de filles avec qui je me morfondais religieusement, avaient fait un pacte. On profiterait de l'été pour devenir des femmes. Nos vacances allaient servir à créer la meilleure version de nous-mêmes
pour commencer notre dernière année de secondaire en Lyon et, idéalement, détrôner les princesses d'Armand-Corbeil. Moi, j'ai décidé de changer de l'intérieur plutôt que de travailler sur mon look. C'était ma cousine qui m'avait parlé de ça. Une année est arrivée au party de Noël en vedette. On aurait dit Céline au stade olympique. On l'a quasiment pas reconnue. C'était bien elle, mais ses traits étaient légèrement différents. Plus fins, plus distingués. Ça a pris pas mal de compliments et de tatouinages pour qu'elle m'avoue finalement son secret. C'était un rituel de transformation qui s'appelait la grande épreuve. L'entraînement consiste à s'habituer à une forme très intense de malheur, ce que j'avais beaucoup fait à l'école. La grande épreuve nécessite de ceux qui souhaitent s'y mesurer, de passer par-dessus les insultes, le mépris et le rejet des autres pour transformer la douleur en force. Bon, je le sais. Je le sais, ce que vous vous dites. Oui, ça ressemble à de la magie, mais c'est plutôt le karma. Moi, j'avais assez souffert. D'abord, il faut savoir ce qu'on va aller chercher par la transformation. Moi, je voulais ressembler à toutes les filles les plus populaires de l'école. Je prendrais aussi une bonne dose de confiance et sex appeal. Ben quoi? On a le droit à 3 choix. Puis j'étais tannée de passer mes journées à vouloir être invisible. Je voulais prendre le contrôle de ma vie. Take control of my life! Et je savais exactement qui serait ma proie. Bon. Ça n'a pas été facile, c'est certain. Le plus ardu a été de convaincre Chantal Ménard de venir chez moi. C'est ses qualités à elle que je voulais. Sa beauté, sa confiance, son sex appeal. J'ai menti en disant que ce serait le party de l'été. Que toute l'école viendrait. Chantal Ménard, toujours désireuse de faire mousser sa popularité, a accepté mon invitation. Elle a bu toute la crème de menthe que je lui ai servie. Au 3e verre de la potion, la grande épreuve a commencé. Quand je me suis réveillée, on était couchés sur le plancher dans le sous-sol de chez mes parents. Les haut-parleurs de mon père berçaient la pièce. Je recommence ma vie à 0. J'avais la bouche pâteuse et la mémoire en compote, mais je me sentais forte, confiante, redoutable. J'étais devenue Marcel améliorée, la future princesse d'Armand-Corbeil. À la rentrée, je me suis fait plusieurs nouvelles amies, mais elles étaient vraiment moins cool que dans mon souvenir. Passaient leur temps à se morfondre, elles aussi. Encore aujourd'hui, ça me touche quand on remarque ma présence. On s'habitue pas vraiment à l'effet qu'on fait sur les gens. J'ai terminé mon secondaire avec les meilleures notes de mon année et on m'a offert un poste au TVT sans même que j'ai appliqué. Au début, je me sentais mal un peu, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais j'ai rapidement compris qu'on avait tous une mission sur Terre. Apprivoiser notre talent. Je suis magnifique, forte et redoutable, en plus d'être gentille et efficace. Un autre avantage de la grande épreuve que j'ai appris au fil des années, c'est qu'elle me rend éternelle. La preuve, c'est que je suis décédée depuis 2005, mais personne s'en a encore rendu compte. Je continue de travailler, de faire mes activités, incognito, comme on dit. Bon, il m'est rien arrivé de grave, une petite crise de cœur le jour de la découverte du premier enfant du cimetière. Allô? Angéline! Je comprends pas quand tu pleures. Non, je vais pas venir t'aider, j'ai des invités. Je l'ai pas vue, ta mère. On s'imagine que les fantômes sont invisibles, qu'ils font « ouh, ouh » à journée longue, puis qu'ils passent à travers les murs. Je fais rien de tout ça.
Je suis juste assez formidable pour que personne questionne ma présence et juste assez désagréable pour qu'on me laisse tranquille. Il y a peut-être bien des esprits qui passent leur temps à aider le monde, mais c'est pas moi certain. Je me suis aidée moi-même il y a longtemps, puis j'ai besoin de personne. J'ai aucune intention de me laisser avaler par mes souvenirs. Ça fait peut-être bien 300 ans que la terre sous mes pieds est portée par des projets, des prières et des secrets, mais elle n'aura pas raison de moi. Je continue d'exister au théâtre du vieux Terrebonne. Je recommence ma vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. À Dieu qui était, qui vient pour les siècles des siècles, mon Dieu, source infinie de tous les biens. Donnez-moi tout ce qui m'est nécessaire pour la vie et la santé de mon corps, mais surtout la grâce de faire toutes les choses, de votre sainte volonté par Jésus-Christ. Chers amis, je suis désolé de devoir vous faire cette annonce, mais j'ai bien peur qu'il en soit de ma responsabilité. Dieu est disparu. Vous pouvez me faire confiance, je parle en connaissance de cause. Il y a plus de 100 ans que je ne ressens plus la grâce de son pouvoir sur mon quotidien. Il s'est volatilisé pour de bon. Il est donc maintenant inutile d'avoir la foi. Croyez-moi sur parole quand je vous dis que Dieu ne vous entend plus depuis un bon moment déjà. Faites comme vos ancêtres, là, qui sont encore enterrés ici sous nos pieds. Croire en quoi que ce soit d'extérieur à vous-même est désormais insignifiant. Comment j'en suis arrivé à un tel constat? Voyez-vous, c'est au terme d'une longue vie de déception, d'humiliation et de colère que j'en suis arrivé à cette triste conclusion. Je parie que, comme moi, vous avez évolué grâce à des modèles, des personnes qui vous apparaissaient plus grandes que nature, qui ont influencé vos choix. Mes modèles à moi étaient des grands hommes d'Église, tels que Monseigneur Ignace Bourget, et même des femmes, telles que les Sœurs de la Providence. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que je me suis trompé sur le plus illustre d'entre eux, le plus grand modèle que la Terre ait porté, le Créateur lui-même, moi, Louis-Jules Piché. Je peux aujourd'hui l'affirmer sans rougir. Dieu est inutile. Faites-vous-en pas. Je sais exactement ce qui vous traverse l'esprit. Un autre curé à qui on ne peut pas faire confiance. Il est vrai qu'à Terrebonne, on a mauvaise réputation. Le curé et seigneur Louis Lepage de Sainte-Claire a laissé un goût amer dans notre paroisse. En effet, on dit de lui qu'il était avide de pouvoir. Il a emprunté, menti, trompé, volé, pour faire bénéficier les censitaires, disait-il, mais les mauvaises langues disent surtout qu'il souhaitait gagner quelque chose pour lui-même. Il possédait les habitants par la foi puis par la terre. Ses efforts, comme ses manigances, ont porté fruit. Puis la seigneurie, qui passe aux mains de Louis de Châtres-la-Corne en 1744, est en bonne posture. Les déboires financiers de Louis Lepage auront marqué les mémoires. On en parlait encore plus de 100 ans après dans les salons de la petite bourgeoisie francophone. Même la Bible aborde le sujet de la confiance démesurée des hommes comme Louis Lepage. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. En d'autres mots, sa fougue aurait été récompensée s'il n'avait pas dû mentir et voler pour parvenir à ses objectifs. Loin d'avoir les mêmes responsabilités que Louis Lepage, je prenais quand même ma cure de la paroisse Saint-Louis de France très au sérieux. J'utilisais mes relations mondaines pour faire bénéficier les paroissiens, puis pour qu'ils y voient mon grand talent puis mon flair singulier. Le 30 mai 1863, après des études au séminaire de Sainte-Thérèse de Blainville, au jeune âge de 24 ans, je deviens prêtre. Quelques années plus tard, en 1871, on me nomme 14e curé de Terrebonne. Lors de ma première messe, j'ai prononcé les mots de mon idole, incarnation même de notre Seigneur sur terre, Monseigneur Ignace Bourget, qui m'avait lui-même ordonné prêtre quelques années auparavant. J'ai vécu dans la paroisse 34 ans. C'est un record inégalé à ce jour. Mais que reste-t-il de Louis-Jules Piché dans l'histoire? Je croyais avoir développé des valeurs qui définiraient mon travail pastoral avec honneur, fierté et intelligence. J'ai prôné la tempérance afin de maintenir le calme et la sobriété dans Saint-Louis de France. Évidemment, ça m'a valu une petite réputation. On parlait de moi comme d'un homme vif et ardent qui savait réprimander les moindres abus. À la fin des années 1860, moment où la révolution italienne menace la sécurité du pape, c'est avec honneur que j'ai offert mes services comme aumônier des zouaves pontificaux dans Saint-Louis de France. Je m'affairais jour et nuit à la coordination de cet important recrutement de volontaires désireux de se porter à la défense de Rome. Pourtant, les archives ont oublié ma présence.
Le 19 février 1869, Terrebonne voyait avec un vif et légitime orgueil 6 de ces jeunes gens s'offrir spontanément comme défenseurs de la papauté, envahis par les ordres garibaldiennes. Qui se souvient de ma participation à ce projet national pour protéger le pape? Comble de l'insulte, Édouard Masson, fils de notre seigneuresse, que j'avais moi-même personnellement à s'inscrire comme volontaire, ne m'a pas adressé la parole durant la messe. Mes rêves de reconnaissance étaient anéantis. Je perdais non seulement la face devant Monseigneur Ignace Bourget, mais surtout devant Dieu, qui me méprisait assez pour me faire vivre ce genre d'épreuve. En 1875, le Collège maçon est la proie des flammes. En mon sens, une institution aussi prestigieuse et dont la qualité de l'enseignement est reconnue à travers le Canada, puis même les États-Unis, devait être construite sur le champ. Je décide donc de faire campagne pour ce projet d'envergure. Je profite de cette injustice notoire pour redorer mon image. Hélas, les grands décideurs se surprennent que je ne souhaite pas favoriser la croissance du séminaire de Sainte-Thérèse puis du Collège de l'Assomption. Donc, non seulement mon projet ne va pas être accepté, mais on me rit au nez. La nouvelle Église, ils me la laisseraient construire. Et puis, je devais quitter ce presbytère que je soupçonnais être la cause de tous mes malheurs. Je tolérais plus les voix que j'y entendais. Les gémissements des paroissiens qui venaient demander pitié, honneur et bonne foi à Dieu, pendant que moi, j'essayais tant bien que mal de mener un quotidien calme et paisible. Tous les dimanches, ils pleurnichaient devant moi, n'écoutant même pas les sermons que je me donnais la peine de composer moi-même à partir de rien, à chaque semaine. Ils ne voyaient en moi qu'un puits profond dans lequel jeter leur confession. Pour tout vous dire, ils me faisaient pitié. Il fallait repartir à neuf, loin des gémissements du presbytère de Louis-Lepage de Sainte-Claire. J'entendais encore ses manigances dans la petite pièce qui y servait de bureau. Ses projets crapuleux avaient taché les murs de ma chambre, puis même mes robes avaient gardé l'odeur de ces pièces d'or et d'argent qu'il collectionnait jalousement. Qu'on reparte à neuf, près de Mme Masson, pour observer à ses côtés le développement d'un bourg moderne, riche, tourné vers le futur. Est-ce que c'était trop demandé? Le 6 juillet 1879, j'ai béni moi-même le chantier de l'Église que vous pouvez encore apercevoir aujourd'hui, au bout de la rue Sainte-Marie. Enfin, mon nom allait traverser l'histoire et les cieux. Je serais le bon curé Piché qui a supervisé et béni le chantier de la nouvelle Église, tout en haut de la côte, près du manoir de la seigneuresse Masson. Avec sa bénédiction, ainsi que le terrain puis les pierres qu'elle a offert gracieusement à la paroisse, on aurait enfin un lieu de prière digne de lui. En 1882, la neuvaine que je lançais pour la construction d'un nouveau couvert, voisin de la nouvelle église, a permis de ramasser les 9 000 $ manquants. C'est une somme énorme pour l'époque. J'entrais quotidiennement 1 000 $ dans les coffres. Mais 5 ans plus tard, l'édifice est incendié. Ça a été ma dernière punition. Quelques années plus tard, au cours de l'année 1905, après une longue carrière dans l'ombre, j'ai pu enfin me retirer. Mon esprit s'embrouillait au même titre que la maladie s'emparait de moi. Et puis, rien ne servait de l'attendre. J'ai bien vite compris que notre partenariat était terminé. Je suis finalement décédé plus isolé que jamais, le 27 décembre. On dit de moi que j'ai été une figure dominante de Terrebonne de 1871 à mon décès. Les gens me décrivaient comme un homme franc, tel l'épée du roi. Pourtant, le nom de Louis-Jules Piché n'aura pas marqué l'histoire. Et pour me punir, Dieu me force de continuer à errer ici pour me rappeler à quel point je n'étais qu'un serviteur invisible. Il me semble que je sois en colère depuis plus de 100 ans contre lui et contre d'autres qui ont fait sortir les côtés les plus sombres de moi. Ma vengeance me ronge, puis ma déception est d'autant plus grande que les promesses qui m'avaient été faites puis qui me laissaient croire à une vie éternelle, légère, bénie. Et si Dieu n'était qu'un homme ordinaire, pas éternel, ni tout-puissant, il aurait quitté cette terre au moment de sa mort, tout simplement, comme la majorité d'entre nous. Il existerait dans le souvenir de ceux qui l'ont côtoyé, puis qui ont raconté ces anecdotes, probablement enjolivées avec les années, à leurs descendants, qui eux aussi ont maintenu le souvenir de Dieu en vie, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours. L'identité de Dieu se serait donc façonnée autour du souvenir que tous gardaient de lui. Depuis ma mort, j'entends plus sa voix. Le silence est assourdissant.
Je ne suis pas habitué à vivre une vie sans guide telle que vous la vivez. Qui dicte vos choix et vous recommande les meilleures décisions pour pas que vous preniez le risque de vivre un échec après l'autre? Naïvement, je croyais que les curés avaient un canal de communication impénétrable avec notre Seigneur. Je comprends maintenant que c'est tout à fait faux. On est destiné à vivre une vie on ne peut plus humaine, remplie de déception, de peur et de remords. Ni une figure divine, ni le miracle de l'au-delà va pouvoir vous protéger de vous-même. Gardez le peu d'énergie qui vous reste pour prendre soin de vos proches. Ils en auront bien besoin. 300 ans de prières, de projets, puis de secrets plus tard. Mais il n'y a rien qui change. Jamais. Ce sont toujours les mêmes qui brillent au théâtre du vieux Terrebonne. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour que vous admettiez vos torts. Allez-y. Puisez au plus profond de vous-même pour aller recueillir les regrets, remords et échecs qui alourdissent votre âme. Fermez les yeux. Voilà. On a tout notre temps. C'est fait? Vous en avez agrippé un ou deux. Maintenant, imaginez que vous les mangez. Le décor importe peu. Ça peut être dans votre cuisine d'enfance ou dans un grand restaurant ou bien chez vous. Imaginez-vous à table, ustensiles en main. Découpez-les, ces regrets salés, vieillis au fond de vous-même depuis des années. Sont-ils tendres comme les erreurs de jeunesse ou bien rancis à force de vous faire de la bile? Mastiquez-les lentement, goûtez leur amertume. Une fois votre assiette terminée, savourez votre satiété. Quel privilège vous avez de pouvoir déguster comme ça le fruit de votre humanité. Chers humains, j'espère que vous aurez appris ce soir que la vie n'est qu'une longue série de déceptions et d'échecs. Il faut les digérer un à un avant de pouvoir passer à autre chose. Il n'y a ni héros ni humain, mais plutôt une quantité innombrable d'âmes qui doivent vivre en même temps. Certains mèneront une existence longue et extraordinaire. D'autres marqueront pas l'histoire, aussi difficile est-il à accepter. Tous jouent un rôle équivalent, qu'ils soient riches ou pauvres, beaux ou laids, grands ou petits. Il ne faut que vivre pleinement pour que le cycle puisse se compléter. Dans les petites îles de la rivière des Mille-Îles, qui sont accessibles juste par bateau, on dit que les cycles durent 7 ans. Les petits animaux terrestres, rongeurs et autres, s'accouplent entre eux, ayant pas la diversité de la terre ferme. Après une couple d'années, une fois que l'île est peuplée seulement d'espèces consanguines, l'écosystème atteint sa capacité maximale. Tous les individus meurent dans l'année qui suit, sauf quelques-uns. Et puis ça repart et les survivants recommencent le cycle. Est-ce que c'est un nouveau départ? Pas du tout. Les cycles se suivent et se ressemblent. Est-ce que c'est normal? Absolument. Tout est naturel. La nature fait son œuvre. Et si vous n'êtes pas certain de la place que vous devez prendre ici, créez-la. Distillez votre âme pour en obtenir l'essence, qu'elle soit pure ou dangereuse, qu'importe. C'est la seule que vous avez. Nourrissez-la pour qu'elle devienne forte et redoutable. Ouvrez grand les rideaux et lancez-vous dans cette vie qui n'attend que vous. Ne soyez pas invisible. Brillez vous aussi, comme ces vedettes que vous venez applaudir au théâtre. Profitez de vos journées pour prendre soin des gens qui vous entourent. Vivez des moments heureux. On ne sait jamais quand notre cycle va se terminer. À chaque révolution de la Terre autour du Soleil, il y a des esprits mal tournés et des âmes saintes qui se nourrissent et se relancent incessamment. On croit que les derniers mois ont mis fin à notre trajectoire. Mais si ce n'était pas plutôt la fin d'un cycle? Tout simplement. Une pause abrupte pour nous montrer qu'on a complété une révolution, qu'on est maintenant prêt à en commencer une autre. Il y a plus de 300 ans que la terre sous nos pieds entend nos prières, nos projets et nos secrets. Ce soir, on libère les âmes qui étaient prises ici pour qu'on puisse recommencer à rêver au théâtre du vieux Terrebonne.
Bonsoir. C'est Madame Gagné. Je sais que vous êtes fermé, là, mais... je voulais juste vous dire que je m'ennuie bien gros de vous autres. De votre belle équipe, des spectacles, puis de la belle grande salle du théâtre du Vieux-Terrebonne. Écoute, je sais que c'est pas un moment facile, là, mais il faut pas lâcher. Bientôt, là, tout va rentrer dans l'ordre. Ça va bien aller.